Elle avait prévu de te faire disparaître, musique alors elle voulait vraiment m'éliminer. Le clic métallique des menottes autour de mon poignet aurait dû être mon premier avertissement. Que ça n'allait pas être la surprise coquine que j'imaginais. Mais bon, après 12 ans de mariage avec Nicole, j'avais appris à apprécier toute tentative de spontanéité, même si elle survenait à 2 heures du matin. Eh bien, ça, c'est nouveau, dis-je en testant les liens avec un sourire. Devrais-je m'inquiéter de ce que tu as prévu, ou simplement être excité? Nicole se tenait au pied de notre lit king size, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, même à cette heure indue. Elle portait cette nuisette en soie noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire, celle qu'elle n'avait portée qu'une seule fois avant ce soir. Ses yeux verts contenaient quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. De l'anticipation? Non, quelque chose de plus froid. Oh, Adam, dit-elle, sa voix portant un étrange mélange de pitié et de satisfaction. Tu devrais vraiment t'inquiéter. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des bruits de pas sur nos escaliers en bois. 2 hommes en passe-montagne noire sont entrés dans notre chambre comme s'ils étaient chez eux. Le premier était grand et large d'épaules, se déplaçant avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Le second était plus petit, nerveux, tripotant quelque chose dans ses mains. Une caméra. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai tiré sur les menottes, le métal me mordant les poignets. Les liens étaient réels, de qualité professionnelle, pas des gadgets de sex shop. Ceci, dit Nicole en s'installant dans le fauteuil ancien près de notre fenêtre, est ton réveil, mon chéri. L'homme le plus grand s'est avancé, et j'ai aperçu ses yeux à travers le masque. Froid, calculateur. Adam Malalry, c'est bien ça? Le grand ponte de la robotique qui se croit si malin. Qui veut savoir? J'ai gardé ma voix stable, mais mon esprit s'emballait. Ce n'étaient pas des cambrioleurs au hasard. Ils connaissaient mon nom, ma profession. C'était planifié. Quelqu'un qui en a marre de te voir traiter ta femme comme une ordure, a poursuivi l'homme. Nicole nous a tout raconté sur tes petits problèmes de colère, ton comportement de contrôle, comment tu surveilles chacun de ses mouvements avec tes gadgets sophistiqués. J'ai fixé ma femme. Nicole, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu leur as dit? Elle a croisé les jambes, la nuisette de soie remontant sur ses cuisses. Juste la vérité, Adam. Sur la façon dont tu m'abuses émotionnellement depuis des années. Comment tu utilises tes compétences techniques pour m'espionner, contrôler mes finances, m'isoler de mes amis. C'est des conneries monumentales et tu le sais très bien. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu, mais je me fichais du ton. Je ne t'ai jamais levé la main dessus. Je n'ai jamais. Tu vois. Nicole a fait un geste vers moi comme si j'étais une pièce à conviction. Voilà ce tempérament. C'est exactement de ça que je parle. L'homme plus petit a levé la caméra et j'ai réalisé de quoi il s'agissait vraiment. Il n'était pas là pour nous voler ou me blesser physiquement. C'était une campagne de diffamation, filmée et prête à être diffusée. Tu vas avouer, a dit l'homme le plus grand en sortant un papier. Tu vas admettre avoir maltraité ta femme, l'avoir contrôlée, l'avoir menacée, et tu vas accepter de lui donner tout ce qu'elle veut dans le divorce. Pas question. Nicole s'est penchée en avant, sa voix prenant ce ton condescendant qu'elle utilisait pour expliquer des concepts simples à ses clients en comptabilité. Adam, chéri, tu n'as pas vraiment le choix. Ces hommes ont été très patients, mais ils ne le resteront pas éternellement. Lis simplement la déclaration, signe les papiers, et tout ça disparaîtra tranquillement. J'ai regardé notre chambre, la pièce que j'avais passé 3 mois à rénover quand nous avions acheté cette maison il y a 8 ans. J'avais installé un éclairage intelligent, des stores automatisés, et même un système de sécurité caché dont Nicole ignorait l'existence. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé, elle m'accusait de surveillance alors qu'elle était assise à 3 mètres d'une caméra que j'avais installée pour nous protéger précisément de ce genre de situation. Tu sais ce qui est drôle, dis-je en forçant un rire. Tu crois avoir tout compris, mais tu as oublié un tout petit détail. Lequel? La confiance de Nicole a légèrement vacillé. Je suis ingénieur en robotique, ma chérie. Je ne travaille pas seulement avec des gadgets. Je conçois des systèmes, y compris le système de sécurité de cette maison. J'ai appuyé mon pouce contre ce qui ressemblait à un clou décoratif en métal sur notre tête de lit. C'était en fait un scanner biométrique, une partie du système d'urgence que j'avais installé après une série de cambriolages dans notre quartier il y a 2 ans.
La réponse a été immédiate. Des alarmes silencieuses se sont déclenchées dans toute la maison. Des lumières d'urgence ont commencé à clignoter en séquence. Et plus important encore, une ligne directe avec le poste de police s'est activée avec un message préenregistré, intrusion à domicile en cours au 247 Maple Street. Plusieurs intrus. Propriétaire maîtrisé. Assistance immédiate requise. Qu'est-ce que tu viens de faire? L'homme le plus grand m'a attrapé par la chemise, me tirant aussi haut que les menottes le permettaient. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence. Génial. La police est déjà en route. Nicole s'est levée d'un bond. Adam, espèce d'idiot. Tu vas tout gâcher. Gâcher quoi exactement? Ton petit plan de chantage. L'homme plus petit reculait déjà vers la porte. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il faut qu'on y aille maintenant. Mais l'homme plus grand n'était pas prêt à abandonner. Où sont les clés de ces menottes? Nicole les a, dis-je, savourant la panique qui s'insinuait dans sa voix. Mais je ne m'inquiéterai pas pour ça tout de suite. Vous avez peut-être 3 minutes avant que cet endroit ne soit infesté de flics. C'est là que nous avons entendu les sirènes. Le visage de Nicole est devenu blême. Tu n'étais pas censé. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ouais, eh bien, la vie est pleine de déceptions. J'ai regardé les deux hommes se diriger vers la fenêtre. Au fait, il y a des caméras qui enregistrent tout. Depuis que vous êtes entrés. Alors souriez, bande de connards. L'homme plus petit est sorti par la fenêtre le premier, atterrissant sur le toit de notre porche arrière. L'homme plus grand a essayé de le suivre, mais dans sa hâte, il s'est coincé la jambe dans le cadre de la fenêtre et est tombé lourdement. Je l'ai entendu crier de douleur, puis le bruit de sa chute à travers le toit du Porsche. Nicole fouillait frénétiquement dans sa boîte à bijoux. Où les ai-je mises? Où sont ces foutues clés? Et c'est la table de chevet, ai-je suggéré, serviable. Juste à côté des papiers du divorce que tu cachais. Elle s'est retournée, son masque tombant enfin complètement. Comment savais-tu pour ça? Allons, Nicole. Tu prépares ça depuis des mois. Les rendez-vous secrets avec ton avocat, le deuxième téléphone portable, la façon dont tu as documenté chacune de nos disputes. Tu me prends pour un imbécile? Les sirènes se rapprochaient. Nicole a trouvé les clés et a tripoté les menottes, les mains tremblantes. Ça ne change rien, a-t-elle sifflé. Je leur dirai que c'est toi qui as tout organisé. Que tu as engagé ces hommes pour me faire passer pour la méchante. Bonne chance avec cette théorie. Je me suis frotté les poignets alors que les menottes se détachaient, surtout quand ils verront la vidéo de toi les laissant entrer dans la maison. Ouais, la caméra de la porte d'entrée a filmé ça aussi. La police martelait maintenant notre porte d'entrée. Police, ouvrez. Nicole a couru à la fenêtre, espérant probablement voir si ses complices s'étaient échappés. L'homme le plus grand gisait immobile sur le sol en bas, gémissant. Le plus petit avait disparu. Nicole Malalery, ai-je crié aux officiers qui entraient dans notre jardin. Elle est là-haut. C'est elle qui les a fait entrer. Ma femme s'est retournée vers moi et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Adam, s'il te plaît. On peut arranger ça, on peut. Le temps d'arranger les choses était avant que tu ne décides de me faire accuser de violence conjugale. J'ai marché jusqu'à la porte de notre chambre. Officier, par ici. Alors que la police montait nos escaliers en trombe, Nicole a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle s'est jetée sur le lit, s'est ébouriffé les cheveux et a légèrement déchiré sa nuisette. Aidez-moi, a-t-elle crié alors que le premier officier apparaissait à notre porte. Il me retenait prisonnière. Ces hommes essayaient de me sauver. La détective Linda Chavez est entrée derrière les officiers en uniforme. C'était une femme d'une quarantaine d'années, avec des yeux vifs et des cheveux grisonnants tirés en une queue de cheval stricte. Je l'avais rencontrée à quelques réunions de surveillance de quartier, et elle avait la réputation de ne pas tolérer les conneries. Monsieur Mallery, dit-elle en observant la scène. Vous voulez me dire ce qui s'est passé ici? Ma femme et 2 complices ont essayé de me forcer à signer une fausse confession de violence conjugale. Le tout était filmé. J'ai activé mon système de sécurité et nous voilà. Ce n'est pas vrai, a sangloté Nicole de manière dramatique. Ils m'abusent depuis des années. Ces hommes essayaient de m'aider à m'échapper.
La détective Chavez a regardé Nicole, puis moi, puis la pièce. Son regard s'est posé sur le matériel de caméra que l'homme plus petit avait laissé tomber dans sa hâte de s'échapper. Intéressante tentative de sauvetage, dit-elle sèchement. Habituellement, les gens qui essaient d'aider les victimes de violences n'apportent pas de matériel de tournage professionnel. Je peux expliquer ça, a commencé Nicole, mais Chavez a levé la main. Monsieur Malry, vous avez mentionné des enregistrements de sécurité. Un enregistrement complet de tout ce qui s'est passé ce soir. Plusieurs angles. J'ai fait un geste vers les caméras cachées. Audio et vidéo, tout est horodaté. Le visage de Nicole s'est décomposé en réalisant que son histoire s'effondrait en temps réel. 20 minutes plus tard, j'étais assis dans ma cuisine à faire ma déposition à la détective Chavez pendant que Nicole était interrogée par un autre officier dans notre salon. À travers la fenêtre, je pouvais voir les ambulanciers charger l'intrus blessé dans une ambulance. Alors, voyons si j'ai bien compris, a dit Chavez en relisant ses notes. Votre femme prévoyait de divorcer depuis des mois, mais au lieu de simplement remplir les papiers, elle a décidé de fabriquer des preuves de violence. C'est à peu près ça, mais je soupçonne qu'il y a plus dans cette histoire qu'un simple divorce compliqué. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai sorti le deuxième téléphone portable de Nicole du tiroir de la cuisine où je l'avais trouvé plus tôt cette semaine. Ce n'est pas son téléphone habituel. Il a des applications de messagerie chiffrée, des appels à des numéros que je ne reconnais pas, et beaucoup de communication avec un certain Colin. Chavez a haussé un sourcil. Colin Price, par hasard? Vous le connaissez? Directeur régional chez Hartwell & Associates. C'est là que votre femme travaille, n'est-ce pas? C'est exact. Vous pensez qu'il est impliqué là-dedans? Avant que Chavez ne puisse répondre, un des officiers l'a appelé. Nicole se faisait lire ses droits, accusée de complot et de fausses déclarations à la police. L'homme blessé avait été identifié comme étant Mickey Torres, une petite frappe locale avec un casier judiciaire pour intimidation et extorsion. Alors qu'ils emmenaient Nicole menottée, de vraies menottes cette fois, elle m'a regardé avec une haine pure. Ce n'est pas fini, Adam, a-t-elle crié. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. La détective Chavez a regardé la voiture de patrouille s'éloigner, puis s'est retournée vers moi. Monsieur Malry, je vous suggère d'être très prudent ces prochains jours. Les gens comme votre femme ne travaillent généralement pas seuls, et ils n'abandonnent pas facilement. J'ai hoché la tête, planifiant déjà mes prochains mouvements. Nicole avait raison sur un point. Ce n'était que le début. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé jusqu'où j'étais prêt à aller pour me protéger. Alors que je regardais les voitures de police disparaître au bout de Maple Street, je me suis permis un petit sourire. Nicole voulait jouer à des jeux. Très bien. Mais elle était sur le point d'apprendre que je ne construisais pas seulement des robots pour gagner ma vie. Je construisais des systèmes. Des systèmes complexes et interconnectés conçus pour résoudre des problèmes. Et ma femme infidèle et intrigante venait de devenir un très gros problème qui devait être résolu. Le lendemain matin a apporté deux choses. Un mal de tête massif et la réalisation que le petit coup de Nicole n'était que le premier mouvement d'un jeu beaucoup plus grand. Je l'ai découvert en essayant d'accéder à notre compte bancaire joint pour payer un serrurier, car évidemment, je ne prenais aucun risque quant à savoir qui d'autre pourrait avoir les clés de ma maison. Je suis désolé, monsieur Malry, a dit la guichetière de la banque, sa voix portant cette nuance particulière de sympathie professionnelle réservée aux personnes dont la vie est manifestement en train de s'effondrer. Ce compte a été gelé dans le cadre d'une enquête pour conflit domestique. Gelé par qui? Madame Malry a déposé une requête d'urgence hier après-midi, affirmant qu'elle avait besoin de protection contre les abus financiers. J'ai regardé l'écran d'ordinateur qu'elle avait tourné vers moi, montrant un solde de 47 000 $ que je ne pouvais pas toucher. Elle a déposé ça avant l'incident chez moi. D'après l'horodatage, oui, monsieur, environ 3 heures avant. Magnifique. Nicole avait assuré ses arrières, s'assurant que même si son plan de chantage échouait, elle m'aurait empêtré dans des formalités administratives. J'ai remercié la guichetière et suis sorti vers ma voiture, mon esprit analysant les implications. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma voisine, Madame Fenn. Adam, mon cher, il y a des journalistes devant ta maison. Je pensais que tu devrais le savoir. Parfait. J'ai fait le tour du pâté de maison et me suis garé derrière l'école primaire, puis j'ai appelé mon ancien collègue, Sam Rodriguez,
de mon précédent emploi chez Boston Dynamics. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre le côté technique de ce pétrin, c'était bien samedi, mon Dieu, Adam, a dit Sam quand je lui ai expliqué la situation. Ta femme a vraiment sorti l'artillerie lourde, n'est-ce pas? Ça, c'est juste ce que je sais pour l'instant. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose et ça doit rester entre nous. Dis-moi. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a sur l'ordinateur de travail de Nicole. Légalement, éthiquement, peu importe. Peux-tu m'aider à y accéder? Il y a eu une pause. C'est une grosse demande, mec. Si on se fait prendre. Sam, ils ont essayé de me forcer à avouer des violences conjugales devant une caméra. Ils ont gelé mes comptes en banque. Ma femme raconte à qui veut l'entendre que je suis une sorte de monstre. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai vraiment affaire. Une autre pause, puis un soupir. D'accord. Mais on fait ça intelligemment et proprement. Pas de piratage, pas d'entrée illégale. On trouve un moyen légitime d'entrer ou on ne le fait pas du tout. D'accord. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, assez loin de nos quartiers respectifs pour éviter les regards curieux des gens qui pourraient nous connaître. Sam avait apporté son ordinateur portable et un petit appareil qui ressemblait à une clé USB. C'est un outil d'imagerie forensique, a-t-il expliqué à voix basse. Il est conçu pour les audits de sécurité informatique. Si nous pouvons obtenir un accès physique à son ordinateur pendant environ 10 minutes, nous pouvons créer une copie complète de son disque dur. Et comment obtient-on cet accès exactement? Laisse-moi faire. J'ai un contact chez Hartwell & Associates. Ils utilisent nos services de conseil en sécurité. Je peux organiser un audit de routine de leur système. Nicole ne trouvera-t-elle pas ça suspect si tu te pointes à son bureau? Sam a souri. Nicole ne sera pas là. Selon les nouvelles locales, elle a été suspendue en attendant une enquête interne. Apparemment, la nouvelle de l'agitation de la nuit dernière est parvenue à son patron. C'était une nouvelle pour moi, mais c'était logique. Hartwell & Associates était une entreprise conservatrice qui gérait les services financiers de la moitié des entreprises de la ville. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des employés impliqués dans des activités criminelles, même en tant que victimes présumées. 2 heures plus tard, Sam m'a rappelé. C'est dans la poche. J'ai un audit de sécurité prévu à 15 heures aujourd'hui. L'ordinateur de Nicole fera partie de l'analyse de routine. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Reste loin du bureau. Ne te mouille pas. Si quelqu'un demande, tu ne sais rien de tout ça. J'ai passé le reste de la journée à la bibliothèque publique, utilisant leurs ordinateurs pour rechercher tout ce que je pouvais trouver sur Colin Price. Ce que j'ai découvert était intéressant. Il avait été marié 2 fois auparavant. Les 2 mariages s'étaient terminés par des divorces où ses ex-femmes l'accusaient de manipulation financière et de violence psychologique. Il y avait aussi quelques affaires commerciales douteuses, quelques clients qui avaient déposé des plaintes pour des transactions non autorisées, bien que rien n'ait abouti à des accusations formelles. Sam m'a appelé à 18 heures. On doit se voir. Même endroit qu'avant. Il avait l'air sombre en entrant dans le café, son ordinateur portable dans un sac anodin. C'est grave, ai-je demandé. Grave. Très grave. Il a ouvert l'ordinateur et a affiché une série de fichiers. Ta femme et Colin Price préparent ça depuis au moins 6 mois. Et il ne s'agit pas seulement de divorcer. Ils ont systématiquement volé de l'argent de vos comptes personnels et de certains comptes clients de Hartwell. Il m'a montré une feuille de calcul détaillant des virements de notre compte d'épargne joint vers une série de sociétés écrans, tous autorisés avec des signatures contrefaites. Les montants étaient assez faibles pour ne pas déclencher les alertes de fraude automatique, mais ils s'élevaient à près de 30 000 $ au cours des 4 derniers mois. Il y a plus, a poursuivi Sam. Ils utilisaient les informations des clients de Hartwell pour créer de faux comptes d'investissement. Colin identifiait les clients fortunés. Nicole créait de faux documents. Et il prélevait de l'argent sur des transactions légitimes. De combien parle-t-on? Près d'un demi-million de $, répartis sur peut-être 20 victimes différentes. J'ai regardé l'écran, ressentant un mélange de colère et d'étonnement. Nicole n'avait jamais été aussi intelligente quand nous étions mariés. Ce niveau de sophistication. C'est tout, Colin. Ta femme n'était que la personne de l'intérieur avec accès au système financier. Mais voici ce qui me met vraiment en colère.
Il prévoyait de tout te mettre sur le dos. Sam a ouvert un autre fichier. Celui-ci contenait des ébauches de rapports de police et de documents juridiques. Selon leur plan, Nicole prétendrait que je l'avais forcé à m'aider à voler ses clients, en utilisant mes compétences techniques pour pirater les systèmes de Hartwell. L'angle de la violence conjugale était censé fournir son motif pour finalement se dénoncer. Ils allaient faire de moi le bouc émissaire pour toute leur opération. C'est encore pire. Regarde ça. Sam a affiché une série de messages chiffrés entre Nicole et Colin. Il ne prévoyait pas seulement de prendre ton argent et de disparaître. Il voulait complètement détruire ta réputation, s'assurer que tu ne pourrais plus jamais travailler dans la technologie. J'ai lu les messages, ma colère montant à chaque échange. Nicole et Colin avaient discuté de planter des preuves d'activités illégales sur mon ordinateur de travail, de répandre des rumeurs sur ma stabilité mentale, et même de suggérer que je pourrais être dangereux pour mes collègues. Il y a une dernière chose, a dit Sam doucement. Mickey Torres, le type qui a été blessé chez toi. Il a déjà travaillé pour Colin. Il y a des registres de paiement qui remontent à 2 ans. Quel genre de travail? De l'intimidation, principalement. Menacer les gens qui posaient trop de questions sur les affaires de Colin. Le petit ami de ta femme mène cette arnaque depuis un moment, et il n'a pas peur d'utiliser la violence pour la protéger. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé à ma chaise, digérant tout ce que Sam m'avait montré. Nicole ne me trompait pas seulement. Elle faisait partie d'une entreprise criminelle qui volait des innocents depuis des mois. Et quand leur plan a commencé à s'effilocher, ils ont décidé de me sacrifier pour se sauver. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Sam. « Je vais les arrêter, ai-je dit. Tous. Adam, ces gens sont dangereux. Peut-être que tu devrais juste donner ces informations à la police et les laisser s'en occuper. » J'ai pensé à la détective Chavez, au système judiciaire qui avait déjà gelé mes comptes bancaires sur la base des mensonges de Nicole. Le système m'avait déjà trahi une fois. De plus, le temps que les flics démêlent toutes ces preuves, Colin et Nicole auront disparu avec l'argent de tout le monde. Alors, quel est ton plan? J'ai souri. Et ça m'a semblé un peu nerveux. Je vais leur donner exactement ce qu'ils méritent, ai-je dit. Mais d'abord, je dois avoir une conversation avec Colin Price. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au Brass Lanterne, un bar miteux du mauvais côté de la ville où Colin aimait rencontrer ses associés les plus louches. Madame Fenn avait mentionné l'avoir vu là-bas lors d'une de ses sessions de commérage de quartier. Apparemment, son neveu y travaillait comme barman et avait reconnu Colin sur les photos Facebook de Nicole. Le Brass Lanterne était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un bar qui s'adressait aux gens qui préféraient mener leurs affaires loin des regards indiscrets, éclairage tamisé, sol collant. Et le genre de clientèle qui s'occupait de ses propres affaires tant que vous vous occupiez des vôtres. Colin était assis dans une banquette d'angle, sirotant un whisky et vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes. Il avait l'air nerveux, ce qui était logique étant donné que sa petite amie était en prison et que son entreprise criminelle s'effondrait. Je me suis approché et me suis glissé dans la banquette en face de lui. « Bonjour, Colin. » Il a levé les yeux, surpris, puis a rapidement retrouvé son sang-froid. « Adam, j'ai entendu ce qui est arrivé à Nicole. Terrible affaire. Arrête tes conneries. Je sais pour l'argent, les faux comptes, tout. » Son visage est devenu pâle, mais il a essayé de maintenir son air innocent. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une des captures d'écran que Sam avait prises de leur dossier financier. Un demi-million de dollars, Colin. C'est ce que toi et ma femme avez volé à vos clients. La main de Colin tremblait alors qu'il attrapait son verre. Tu ne peux rien prouver. En fait, si. J'ai des copies de tout. Les documents falsifiés, les enregistrements des sociétés écrans, même tes messages chiffrés avec Nicole. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu avoues. Je veux que tu rendes chaque centime que tu as volé. Et je veux que tu admettes que Nicole travaillait pour toi, et non l'inverse. Colin a ri, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Tu es fou si tu penses que je vais faire ça. Alors je suppose qu'on va faire ça à la dure. Je me suis levé et j'ai marché vers la sortie, mais Colin m'a rappelé. Adam, attends. Je me suis retourné. Tu ne comprends pas la position dans laquelle tu me mets, a-t-il dit. Il y a d'autres personnes impliquées.
Des gens qui n'apprécieront pas que leurs affaires soient exposées. Ça ressemble à une menace. C'est un avertissement. Laisse tomber. Prends l'argent que Nicole t'a laissé et disparaît. Sinon, tu pourrais finir comme la dernière personne qui a essayé de causer des problèmes à mes associés. Et qui était-ce? Le sourire de Colin était glacial. Un client qui a commencé à poser trop de questions sur ses rendements d'investissement. Il a eu un accident très malheureux le mois dernier. Il est tombé dans les escaliers, s'est brisé le cou. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il ne s'agissait plus seulement de fraude financière. Ces gens étaient capables d'homicide. Merci pour l'avertissement, ai-je dit. Je m'en souviendrai. Je suis sorti du brasse-lanterne, l'esprit en ébullition. La menace de Colin avait eu l'effet inverse. Au lieu de me faire fuir, elle m'avait donné une information cruciale. S'ils avaient éliminé quelqu'un pour protéger leur opération, alors Nicole et Colin n'étaient pas seulement des voleurs. Ils étaient complices d'homicide. Et ça changeait tout. En rentrant chez moi, j'ai appelé la détective Chavez. Détective, c'est Adam Mallery. Je dois vous voir demain matin. J'ai des informations sur un possible homicide. Quel genre d'informations? Le genre qui va faire éclater toute cette affaire. La détective Chavez m'a rencontré au poste de police le lendemain matin, l'air sceptique mais intéressé. J'avais passé la majeure partie de la nuit à organiser les preuves que Sam avait recueillies, en les croisant avec des registres publics et des articles de journaux. Parlez-moi de cet homicide, a-t-elle dit en s'installant dans son fauteuil avec une tasse de café qui semblait assez fort pour réveiller un mort. Il y a 3 semaines, un homme nommé Robert Chen est tombé dans les escaliers de son immeuble, s'est brisé le cou, et est mort sur le coup. Le décès a été classé comme accidentel. Je me souviens de l'affaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec votre femme et Colin Price? J'ai étalé les documents financiers sur son bureau. Robert Chen était une de leurs victimes. Il posait des questions sur des anomalies dans son compte d'investissement. De l'argent que Colin et Nicole détournaient depuis des mois. Chavez a étudié les papiers, son expression devenant plus sérieuse. Comment avez-vous obtenu ces dossiers? Un consultant en sécurité a été engagé pour auditer les systèmes informatiques de Hartwell & Associates. Ces fichiers ont été découverts lors de cet audit. Ce n'était pas techniquement un mensonge, juste pas toute la vérité. Chavez a semblé accepter l'explication. Même si Chen posait des questions, ça ne prouve pas qu'il a été assassiné, a-t-elle dit. Non, mais ça établit un mobile. Et Colin Price m'a quasiment avoué hier soir que la mort de Chen n'était pas un accident. J'ai joué l'enregistrement que j'avais fait sur mon téléphone lors de notre conversation au brasse-lanterne. La voix de Colin était assez claire pour être comprise, surtout la partie où il parlait de « l'accident malheureux » de Chen. Chavez a écouté tout l'enregistrement, puis l'a réécouté. C'est intéressant, mais ce n'est pas une confession. Un bon avocat pourrait argumenter que Price essayait juste de vous effrayer. Peut-être, mais c'est suffisant pour ouvrir l'enquête sur la mort de Chen, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête lentement. Je parlerai au détective qui a traité cette affaire. En attendant, quel est votre plan? Parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas simplement rester les bras croisés et nous laisser nous en occuper. Je veux tout exposer. Le vol, la fraude, l'implication de Nicole, tout. Ces gens détruisent des vies depuis des mois, et ils prévoyaient de détruire la mienne pour couvrir leurs traces. Adam, je comprends que vous soyez en colère, mais vous devez être prudent. Si Colin Price est prêt à tuer pour protéger son opération, il n'hésitera pas à s'en prendre à vous. Il peut toujours essayer, mais je ne suis pas Robert Chen. Je sais à quoi j'ai affaire, et je suis préparé. Chavez m'a longuement regardé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je vais donner à Colin et Nicole un avant-goût de leur propre médecine. Ils voulaient détruire ma réputation. Très bien. Voyons comment ils aiment voir leur linge sale étalé en public. Je suis parti du poste de police avec la promesse de tenir Chavez informé de mes activités, bien que je n'ai pas mentionné toutes les activités que j'avais prévues. Certaines choses se réglaient mieux en dehors des canaux officiels. Mon premier arrêt fut les bureaux du journal local, The Valley Herald. La rédactrice en chef, Janet Morrison, était une femme d'une 50aine d'années qui s'était bâtie une réputation de journaliste d'investigation qui rendait jaloux les grands journaux de Boston. Monsieur Mallery, dit-elle en m'invitant dans son bureau encombré.
J'ai suivi votre histoire. Une situation assez dramatique. Elle est sur le point de le devenir encore plus. J'ai des preuves d'un système de fraude financière qui opère depuis Hartwell & Associates depuis des mois, potentiellement lié à une mort suspecte. J'ai passé 1 heure à présenter les preuves à Janet, expliquant les liens entre Nicole, Colin et leurs victimes. Elle a pris des notes, posé des questions pertinentes, et a parfois sifflé d'étonnement devant l'ampleur de l'opération. C'est une sacrée histoire, a-t-elle finalement dit. Mais je devrais tout vérifier indépendamment avant de pouvoir publier. Je comprends. Combien de temps cela prendra-t-il? Donnez-moi 3 jours. J'ai des contacts chez Hartwell et au département de police qui peuvent confirmer les détails. 3 jours, c'est peut-être trop long. Colin sait que je suis sur sa piste et il parle déjà de disparaître. Janet s'est adossée à sa chaise. Que suggérez-vous? Je suggère de lui forcer la main. Le faire croire qu'il est sur le point d'être démasqué, pour voir ce qu'il fait. Ça semble dangereux. Ça l'est, mais c'est le seul moyen de le pousser à la faute. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements de Colin, un lotissement chic du côté nord de la ville. Sa BMW était garée à sa place attitrée, ce qui signifiait qu'il était chez lui. Parfait. J'avais apporté quelques outils de mon atelier. Rien d'illégal, juste quelques articles qui m'aideraient à envoyer un message. J'ai commencé par sa voiture, en utilisant un tournevis de précision pour retirer les bouchons de valve des 4 pneus. Pas de dommages permanents, mais ennuyeux et coûteux à réparer. Ensuite, j'ai attaché un petit appareil au système informatique de sa voiture, un outil de diagnostic qui provoquerait des pannes électriques aléatoires. Sa radio se couperait, sa climatisation s'allumerait et s'éteindrait au hasard, les lumières de son tableau de bord clignoteraient. Rien de dangereux, mais certainement exaspérant. Finalement, j'ai laissé une note sous son essuie-glace. Je sais ce que tu as fait à Robert Chen. Tu as 48 heures pour avouer ou tout le monde le saura aussi. En retournant à ma voiture, j'ai vu Colin regarder depuis la fenêtre de son 3e étage. Même de loin, je pouvais voir la panique sur son visage. Mon téléphone a sonné avant même que j'aie quitté le parking. Enfoiré. La voix de Colin tremblait de rage. Que as-tu fait à ma voiture? Juste un petit aperçu de ce qui arrive quand on menace les gens, Colin. Comment ça fait d'être de l'autre côté? C'est du harcèlement. J'appelle la police. Vas-y. Et pendant que tu y es, tu devrais peut-être leur parler de Robert Chen. La ligne est restée silencieuse un moment. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques, a finalement dit Colin. En fait, je crois que si. Tu es un escroc de bas étage qui s'est laissé dépasser. Tu as commencé à voler des clients, tu es devenu gourmand, et quand quelqu'un s'est approché trop près de la vérité, tu l'as fait éliminer. Je n'ai jamais éliminé personne. Peut-être pas personnellement, mais tu sais qui l'a fait, n'est-ce pas? Un autre long silence. 48 heures, Colin. Après ça, ça va devenir bien pire pour toi. J'ai raccroché et suis rentré chez moi, satisfait de l'avoir suffisamment secoué. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre et voir ce qu'il allait faire. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ce soir-là, alors que j'examinais d'autres documents financiers que Sam avait récupérés, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans mon allée. À travers la fenêtre, j'ai vu une berline noire aux vitres teintées. Certainement pas la voiture d'un voisin. 2 hommes en sont sortis, tous 2 vêtus de costumes sombres qui criaient « Gros bras professionnel ». Ils se sont dirigés vers ma porte d'entrée avec l'assurance désinvolte de ceux qui ont l'habitude d'intimider les autres. La sonnette a retenti. J'ai activé mon système de sécurité, m'assurant que toutes les caméras enregistraient, puis j'ai ouvert la porte. Adam Malalry, l'homme le plus grand des 2, devait avoir la quarantaine, les cheveux grisonnants et une carrure qui suggérait qu'il passait beaucoup de temps à la salle de sport. C'est moi. Nous devons parler. De quoi? De votre récente conversation avec Colin Price et de certains biens appartenant à notre employeur. Je crains que vous ne deviez être plus précis. L'homme plus petit s'est avancé. Il était plus jeune, peut-être au début de la trentaine, avec une sorte d'énergie nerveuse qui laissait entendre qu'il avait hâte d'en venir à la violence. Des fichiers informatiques, a-t-il dit. Des dossiers financiers, des documents qui ne vous appartiennent pas, vous voulez dire les preuves de l'escroquerie de Colin? Désolé, mais ça a déjà été remis aux autorités.
L'expression de l'homme plus grand n'a pas changé, mais j'ai vu sa main se déplacer légèrement vers sa veste. Monsieur Malalery, notre employeur est prêt à être raisonnable. Rendez les fichiers, arrêtez de harceler Monsieur Price, et tout le monde sortira de cette situation indemne. Et si je refuse? Alors nous devrons envisager d'autres options. J'ai souri. Vous savez ce qui est drôle? Colin a dit presque exactement la même chose hier, juste avant d'avouer l'homicide de Robert Shen. Les deux hommes sont devenus très immobiles. Cette conversation a été enregistrée, ai-je continué, ainsi que celle-ci. S'il m'arrive quoi que ce soit, des copies de ces enregistrements iront directement au FBI, à la police d'État et à tous les médias de la Nouvelle-Angleterre. L'homme plus petit avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais son partenaire a levé la main. Vous faites une erreur, a dit l'homme plus grand. Notre employeur a le bras long et une longue mémoire. Dites à votre employeur que je ne suis pas Robert Shen. Je ne m'effraie pas facilement et je ne recule pas devant les brutes. Ils ont échangé un regard, puis se sont retournés à leur voiture sans un mot de plus. Dès qu'ils sont partis, j'ai appelé la détective Chavez. Nous devons parler, ai-je dit. Ce soir, et vous feriez mieux d'amener des renforts. 1 heure plus tard, Chavez est arrivé avec 2 officiers en uniforme et une expression très sérieuse. Parlez-moi de ces visiteurs, a-t-elle dit. Je lui ai montré les images de sécurité des 2 hommes ainsi que leurs plaques d'immatriculation et un enregistrement clair de notre conversation. Des intimidateurs professionnels, a-t-elle dit en étudiant leur visage. Probablement d'un autre état. Ça dégénère plus vite que je ne le pensais. Colin a peur. Il demande des faveurs, essaie de me faire taire avant que ça ne s'aggrave pour lui. Ça va s'aggraver pour vous aussi, si vous continuez à pousser. Ces gens ne jouent pas, moi non plus. Chavez a soupiré. Quelle est votre prochaine étape? Je vais donner à Colin exactement ce dont il a peur. Une exposition totale. Demain matin, je tiens une conférence de presse. Je vais exposer tout ce que nous savons sur son opération, les noms, et laisser le public décider quoi faire de l'information. C'est incroyablement risqué. C'est aussi le seul moyen de me protéger. Une fois que cette information sera publique, il n'y aura plus aucune raison de m'éliminer pour me faire taire. Sauf s'ils le font par vengeance. Je n'avais pas envisagé cet angle, mais il était trop tard pour reculer maintenant. Colin et ses associés avaient fait leur choix en décidant de me menacer. Maintenant, ils allaient devoir en assumer les conséquences. Détective, j'ai besoin d'une faveur. Je veux que vous arrêtiez Nicole demain matin, juste avant la conférence de presse. Pour quel motif? Elle est déjà sortie sous caution. Complot en vue d'homicide. Si Colin a éliminé Robert Shen pour protéger leur système de détournement de fonds, alors Nicole faisait partie du complot. Elle avait accès au dossier financier de Shen. Elle aurait su qu'il posait des questions. Chavez a réfléchi. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça pourrait marcher. Quelle est votre véritable raison de vouloir qu'elle soit arrêtée? Je veux qu'elle sache que son petit ami l'a laissé tomber. Quand Colin réalisera qu'il est sur le point d'être démasqué, il essaiera de tout mettre sur le dos de Nicole. Je veux qu'elle la prenne depuis une cellule de prison, pour qu'elle ait le temps de réfléchir si elle veut le protéger ou se sauver. Vous jouez à un jeu dangereux, Adam. Je joue le seul jeu qu'il me reste. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver mon jardin plein de journalistes. La nouvelle de la conférence de presse s'était répandue rapidement, probablement grâce au contact de Janet Morrison dans les médias. J'ai compté les camionnettes de 3 chaînes de télévision différentes, ainsi que des journalistes de plusieurs journaux. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis 6 heures du matin, mais je ne prenais aucun appel avant la fin de la conférence. Je voulais contrôler le récit, m'assurer que l'histoire sortirait comme je l'entendais. À 10 heures, je suis sorti sur mon porche et j'ai fait face à la foule de journalistes et de caméras. Mesdames et messieurs, ai-je commencé. Il y a 3 jours, ma femme et 2 complices ont tenté de me contraindre à avouer des violences conjugales qui n'ont jamais eu lieu. Ce que j'ai découvert à la suite de cet incident est une histoire de fraude, de vol et peut-être d'homicide qui va bien plus loin qu'un simple conflit conjugal. J'ai passé les 30 minutes suivantes à exposer tout ce que je savais sur l'opération de Colin et Nicole, en montrant des copies des documents financiers, en jouant des enregistrements de mes conversations avec Colin, et en reliant le tout à la mort suspecte de Robert Shen. Les journalistes ont posé des questions pertinentes,
pris des notes et tout enregistré. Quand j'ai fini, je pouvais voir l'excitation dans leurs yeux. C'était le genre d'histoire qui pouvait faire des carrières. Alors que la foule commençait à se disperser, la détective Chavez s'est approchée de moi. « C'est fait », a-t-elle dit doucement. Nicole a été arrêtée il y a 1 heure. Elle est détenue sans caution dans l'attente d'une enquête pour homicide. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle exige de parler à Colin, mais il semble avoir disparu. Je n'étais pas surpris. Colin était probablement à mi-chemin du Mexique à ce stade, s'il avait un tant soit peu de bon sens. Et maintenant? Maintenant, on attend de voir qui décidera de parler en premier. Mon intuition me dit que Nicole craquera dans les 24 heures, une fois qu'elle réalisera que Colin ne viendra pas la sauver. Il s'est avéré que la détective Chavez était optimiste. Nicole a craqué en 6 heures. L'appel est arrivé à 16 heures. La détective Chavez avait l'air fatiguée mais satisfaite. Nicole veut passer un accord, a-t-elle dit. Elle est prête à tout nous dire sur l'opération de Colin, y compris ce qui est vraiment arrivé à Robert Chen. Que veut-elle en retour? L'immunité pour les accusations d'homicide, des peines réduites pour les chefs d'accusation de fraude. Le truc habituel pour quelqu'un qui devient témoin de l'État. J'ai ressenti une vague de satisfaction mêlée de colère. Après tout ce que Nicole m'avait fait subir, la trahison, les mensonges, la tentative de me faire accuser de violence, elle allait enfin faire face aux conséquences de ses choix. Allez-vous lui accorder l'accord? Probablement. Son témoignage est le seul moyen que nous ayons d'attraper Colin, surtout maintenant qu'il a disparu. Mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir ce qu'elle dit de vous. Laissez-moi deviner. Je suis toujours le méchant dans sa version des faits. En fait, non. Elle a admis que les allégations de violence conjugale étaient complètement fabriquées. Elle prétend que Colin l'a manipulée pour qu'elle participe au complot, qu'elle avait peur de lui et ne savait pas comment s'en sortir. J'ai ri, mais sans joie. Bien sûr qu'elle le fait. Nicole a toujours été douée pour jouer la victime quand ça l'arrange. L'important est que sa déclaration corrobore tout ce que vous nous avez dit sur la fraude financière. Nous avons maintenant assez de preuves pour émettre des mandats d'arrêt fédéraux contre Colin et ses associés. Et les hommes qui m'ont menacé? On y travaille encore. La plaque d'immatriculation était enregistrée au nom d'une société écran, mais nous traçons les liens. Nous les trouverons. Ce soir-là, j'étais assis dans ma cuisine, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours de la semaine écoulée. Il y a 7 jours, j'étais un homme heureux en ménage, avec un emploi stable et une vie confortable. Maintenant, j'étais divorcé, sans emploi. Hartwell & Associates avait résilié mon contrat de consultant pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts, et la cible de criminels professionnels. Mais j'étais aussi libre. Libre des mensonges de Nicole. Libre d'un mariage qui avait été construit sur la tromperie. Libre de reconstruire ma vie selon mes propres termes. Mon téléphone a sonné, interrompant mes sombres pensées. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, Adam Malalry. Monsieur Malalry, ici Sarah Chen. Robert Chen était mon mari. Je me suis redressé. Madame Chen, je suis vraiment désolé pour votre perte. J'ai vu votre conférence de presse aujourd'hui. Les choses que vous avez dites sur la mort de mon mari. Croyez-vous vraiment qu'il a été assassiné? Je pense que c'est possible. Oui. Le timing est très suspect. Et Colin Price m'a quasiment avoué que la mort de votre mari n'était pas accidentelle. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Madame Chen, vous êtes toujours là? Je suis là. Monsieur Malalry, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que je n'ai jamais dit à la police parce que je n'étais pas sûr que c'était important. Qu'est-ce que c'est? La nuit avant la mort de Robert, il m'a appelé au travail. Il était excité par quelque chose. Il a dit qu'il avait découvert où était passé son argent manquant. Il prévoyait de confronter quelqu'un le lendemain. A-t-il dit qui? Un homme nommé Colin. Robert a dit qu'il avait la preuve que ce Colin lui volait de l'argent et qu'il allait exiger son remboursement. Mon sang s'est glacé. Madame Chen, avez-vous parlé de cet appel à la police? Non. Quand ils ont dit que la mort de Robert était un accident, je n'ai pas pensé que ça avait de l'importance. Mais après avoir entendu ce que vous avez dit aujourd'hui, vous devez appeler la détective Linda Chavez immédiatement.
Cette information pourrait être cruciale pour l'enquête sur l'homicide. M'aiderez-vous? Je ne sais pas comment gérer la police, et j'ai peur qu'ils ne me croient pas, bien sûr que je vous aiderai. Pouvez-vous me rejoindre au poste de police demain matin? Oui. Et monsieur Malalry, merci de vous soucier de ce qui est arrivé à mon mari, de ne pas les laisser s'en tirer. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité grandissante, pensant à Robert Chen. Il avait été un comptable à la retraite, un homme qui avait travaillé dur toute sa vie pour se constituer un pécule pour ses vieux jours. Colin et Nicole le lui avaient volé, et quand il s'était approché trop près de la vérité, ils l'avaient éliminé pour ça. Le lendemain matin, j'ai rencontré Sarah Chen au poste de police. C'était une petite femme âgée, aux cheveux gris et aux yeux intelligents qui cachaient une profonde tristesse. Elle serrait un dossier en manille contenant les registres financiers de son mari et des notes sur les anomalies qu'il avait découvertes. La détective Chavez a écouté attentivement le récit de Madame Chen sur le dernier appel de son mari, prenant des notes détaillées et posant des questions de suivi. C'est très utile, a dit Chavez quand Madame Chen a fini. Combiné au témoignage de Nicole, nous avons maintenant une chronologie claire des événements qui ont précédé la mort de votre mari. Que vous a dit Nicole, ai-je demandé. Que Colin paniquait à cause de l'enquête de Robert Chen. Selon Nicole, Colin a dit qu'il allait s'occuper personnellement de la situation. Le lendemain, Chen était mort. Madame Chen a eu un hoquet. Alors, c'est vrai, Robert a été assassiné. Nous traitons cela comme une enquête pour homicide maintenant. Oui, le médecin légiste examine à nouveau le corps de votre mari, et nous interrogeons tous ceux qui étaient dans son immeuble ce soir-là. En quittant le poste de police, Madame Chen s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Je sais que cela ne ramènera pas Robert, a-t-elle dit. Mais au moins, les gens sauront la vérité sur ce qui lui est arrivé. C'est tout ce que l'on peut espérer, ai-je répondu. Mais intérieurement, je savais que la vérité ne suffisait pas. Colin Price était toujours quelque part, vivant probablement confortablement de l'argent qu'il avait volé à ses victimes. Nicole obtiendrait une peine réduite en échange de sa coopération, et les hommes qui m'avaient menacé disparaîtraient dans les ombres d'où ils étaient sortis. Le système continuerait son cours. La justice serait rendue, à sa manière lente et imparfaite, et tout le monde continuerait sa vie. Tout le monde, sauf les personnes qui avaient été blessées par la cupidité de Colin et Nicole. Ce n'était pas assez bien pour moi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Sam Rodriguez. Adam, j'ai surveillé certains des comptes en ligne que nous avons identifiés lors de notre enquête. Colin y a accédé à distance, essayant probablement de transférer de l'argent avant que les autorités ne gèlent tout. Peux-tu localiser d'où il y accède? J'y travaille. Les connexions sont acheminées via plusieurs serveurs proxy, mais je pourrais peut-être réduire sa localisation générale. Combien de temps cela prendra-t-il? Donne-moi 24 heures. Mais Adam, qu'est-ce que tu comptes faire de cette information? Je vais finir ce que Colin a commencé. Ça a l'air de mauvais augure. Colin voulait détruire ma vie pour protéger son entreprise criminelle. Il a éliminé Robert Chen pour la même raison. Maintenant, il va apprendre ce que ça fait d'avoir sa vie détruite. Adam, le type est déjà en fuite. Sa carrière est finie. Ses comptes en banque sont gelés. Il fait face à des accusations d'homicide. À quel point sa vie peut-elle être plus détruite? On va bien voir. Sam est resté silencieux un moment. Tu me fais un peu peur, mec. Qu'est-ce que tu prépares exactement? Rien d'illégal, rien de violent. Je vais juste m'assurer que Colin Price reçoive exactement ce qu'il mérite. Le lendemain soir, Sam a appelé avec la localisation de Colin. Il est dans une petite ville appelée Millbrook, à environ 2 heures au nord d'ici. On dirait qu'il s'est terré dans un motel miteux. Il essaie probablement de décider de son prochain coup. Parfait. Peux-tu m'envoyer l'adresse? Adam, je pense vraiment que tu devrais laisser la police s'en occuper. La police va l'arrêter, le juger, et finalement l'envoyer en prison pour peut-être 10 ans. Il en fera 6 avec bonne conduite, puis sortira et recommencera tout le cycle avec de nouvelles victimes. Alors, quelle est ton alternative? Je vais m'assurer qu'il ne blesse plus jamais personne. J'ai conduit jusqu'à Millbrook cette nuit-là, arrivant au motel Sleepy Inn vers minuit. C'était exactement le genre d'endroit où quelqu'un comme Colin se cacherait. Bon marché, anonyme, et le type d'établissement qui ne posait pas trop de questions à ses clients.
la BMW de Colin était garée devant la chambre 237, ayant l'air tristement déplacée parmi les pick-up rouillés et les berlines cabossées qui appartenaient à la clientèle habituelle du motel. Je pouvais voir de la lumière sous sa porte, ce qui signifiait qu'il était réveillé. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu, observant le motel à la recherche d'activité. Vers 2 heures du matin, Colin est sorti de sa chambre, l'air hagard et paranoïaque. Il avait perdu du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu, et ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Il a marché jusqu'à la machine à glace, regardant constamment par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un lui saute dessus. Bien. Il avait peur. Cela rendrait ce que j'avais prévu beaucoup plus facile. J'ai attendu qu'il retourne dans sa chambre. Puis je suis passé à l'action. Le bureau du motel était sans surveillance à 7 heures, mais le réceptionniste de nuit dormait sur une chaise derrière le comptoir. Je suis passé discrètement devant lui et j'ai accédé au registre des clients, trouvant le numéro de chambre de Colin et le faux nom qu'il avait utilisé pour s'enregistrer. Ensuite, je suis retourné à ma voiture et j'ai passé une série d'appels. Le premier était à la ligne de dénonciation du FBI, signalant l'emplacement d'un fugitif recherché pour fraude financière et homicide. Le second était à la police locale, signalant une activité suspecte au motel Sleepian. Possible trafic de drogue, armes, le genre de choses qui garantirait une réponse rapide. Le troisième était à Channel 7 News, les informant de l'arrestation imminente d'un criminel financier majeur. Le quatrième était à la chambre de Colin. Bonjour, Colin. Adam, comment as-tu? Où es-tu? Assez près pour te voir paniquer. Comment ça fait d'être chassé, Colin? De savoir que tout le monde te cherche, que tu ne peux faire confiance à personne? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait subir à Robert Shane dans ces derniers jours. La peur, la paranoïa, la certitude que quelqu'un venait pour toi. Je n'ai jamais voulu que Shane meure. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Mais c'est arrivé parce que tu es un lâche qui se souciait plus de protéger son argent volé que de protéger la vie d'un homme innocent. À travers la fenêtre de la chambre du motel, je pouvais voir Colin faire les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Adam, écoute-moi. On peut s'arranger. J'ai de l'argent caché. Des comptes que la police ne connaît pas. Je peux te payer. Je ne veux pas de ton argent, Colin. Je veux la justice. Quel genre de justice? Le genre qui garantit que tu ne feras plus jamais de mal à personne. Au loin, j'entendais des sirènes approcher. Colin les a entendues aussi. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné ce que tu as donné à Robert Shane, un choix. Tu peux essayer de fuir, sachant que tu seras attrapé tôt ou tard et que tu passeras le reste de ta vie en prison. Ou tu peux faire ce qui est juste, pour une fois dans ta misérable vie. Qu'est-ce qui est juste? Avoue. Dis tout à la police. Donne-leur les noms de tes associés, l'emplacement de l'argent volé, les détails sur la façon dont tu as éliminé Robert Shane. Répare les choses. Les sirènes se rapprochaient. Colin était maintenant à la fenêtre, regardant le parking. Ils sont là, a-t-il murmuré. Oui, ils le sont. Alors, qu'est-ce que ce sera, Colin? Vas-tu affronter ça comme un homme, ou vas-tu continuer à fuir comme le lâche que tu as toujours été? La ligne s'est coupée. À travers mes jumelles, j'ai vu des voitures de police encercler le motel. Des agents du FBI en tenue tactique se sont positionnés autour de la chambre de Colin. Une camionnette de presse est entrée dans le parking, et j'ai reconnu Janet Morrison qui en sortait avec une équipe de tournage. L'arrestation a été rapide et professionnelle. Colin n'a pas résisté quand ils ont défoncé sa porte. Il était assis sur le lit, les mains déjà levées en signe de reddition. Ils l'ont sorti menotté alors que les caméras tournaient, et j'ai ressenti une profonde satisfaction en regardant ça, marche de la honte. Alors que les voitures de police s'éloignaient, mon téléphone a sonné. C'était la détective Chavez. Intéressante coïncidence, a-t-elle dit. Colin Price se fait arrêter quelques heures seulement après que quelqu'un ait appelé avec plusieurs tuyaux sur sa localisation. Je n'en sais rien. Bien sûr que non. Mais, hypothétiquement, si quelqu'un avait suivi la localisation de Price, il pourrait être intéressé de savoir qu'il est déjà en train de tout avouer. L'homicide de Robert Shane, la fraude financière, les noms de ses associés, il nous donne tout. Hypothétiquement, cette personne serait probablement très heureuse d'entendre ça.
Adam, c'est fini maintenant. Colin va en prison pour le reste de sa vie. Nicole coopère avec l'enquête, et l'argent volé est restitué aux victimes. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vraiment? N'est-ce pas? J'ai pensé à Robert Chen, aux larmes de Madame Chen quand elle a appris que son mari avait été assassiné. J'ai pensé à toutes les autres victimes dont les économies d'une vie avaient été volées par la cupidité de Colin et Nicole. J'ai pensé aux menaces, à l'intimidation, à la tentative de me faire accuser de violence conjugale. Oui, ai-je finalement dit. Je crois que oui. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience, regardant l'audience de détermination de la peine de Nicole. Elle avait plaidé coupable de complot, de fraude et de complicité d'homicide, en échange de sa coopération contre Colin. Le procureur recommandait 8 ans de prison fédérale. Nicole avait l'air différente de ce qu'elle était pendant notre mariage. Fini les cheveux parfaitement coiffés, les vêtements de marque, le sourire confiant. Elle portait une simple robe grise et pas de maquillage. Ses cheveux tirés en une simple queue de cheval. Elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été sous la façade, une petite criminelle mesquine qui s'était laissée dépasser. Quand le juge a demandé si elle avait quelque chose à dire avant la sentence, Nicole s'est levée et s'est tournée vers la galerie. Ses yeux ont croisé les miens, et pendant un instant, j'ai vu une lueur de l'ancienne Nicole, la femme manipulatrice et calculatrice qui avait essayé de détruire ma vie. Votre honneur, dit-elle d'une voix stable. Je veux m'excuser auprès de tous ceux que j'ai blessés. Auprès de mon mari, Adam, que j'ai trahi de la pire des manières. Auprès des familles de nos victimes qui nous ont confié les économies de leur vie. Auprès de la veuve de Robert Chen qui a perdu son mari à cause de ma lâcheté. Elle a fait une pause, me regardant toujours droit dans les yeux. Je sais que rien de ce que je dis ne peut réparer les dommages que j'ai causés. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais je veux que tout le monde sache que j'assume l'entière responsabilité de mes actes. Colin Price ne m'a pas forcé à participer au complot. J'ai choisi de le faire parce que j'étais cupide et égoïste, et je pensais être plus intelligente que tout le monde. Le juge l'a condamné à 10 ans de prison fédérale, 2 de plus que ce que le procureur avait recommandé. Alors qu'on l'emmenait, enchaîné, Nicole m'a regardé une dernière fois. Cette fois, il n'y avait aucune manipulation dans ses yeux, aucun calcul, juste de la résignation et peut-être, un possible remords sincère. Je n'ai rien ressenti. Le procès de Colin était prévu pour le mois suivant, mais il avait déjà plaidé coupable à toutes les accusations en échange de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'accusation avait décidé de ne pas requérir la peine de mort dans l'homicide de Robert Chen, en partie à cause de la coopération de Colin pour identifier ses associés criminels. Ces associés, y compris les 2 hommes qui m'avaient menacé, avaient été arrêtés lors d'une série de raids coordonnés dans 3 États. Le FBI avait démantelé tout un réseau de criminels financiers, récupérant des millions de dollars d'actifs volés. Madame Chen avait récupéré l'argent de son mari, plus les intérêts. Elle en avait utilisé une partie pour créer une fondation qui aidait les personnes âgées victimes de fraude financière. Elle m'avait demandé de siéger au conseil d'administration, et j'avais accepté. Sam Rodriguez avait créé sa propre société de conseil en cybersécurité, spécialisée dans l'enquête sur la fraude financière. Il m'avait offert un partenariat, et j'y songeais sérieusement. La détective Chavez avait été promue sergent, en partie grâce à son travail sur l'affaire de l'homicide de Chen. Elle était devenue une sorte de célébrité locale après que l'histoire ait fait la une des journaux nationaux. Et moi, je reconstruisais ma vie, un jour à la fois. J'avais acheté une nouvelle maison de l'autre côté de la ville, loin des souvenirs de mon mariage avec Nicole. Elle était plus petite que notre ancien logement, mais elle était à moi seule. Pas d'hypothèque commune, pas de compte bancaire joint, pas de secrets cachés dans des boîtes à bijoux. J'avais aussi recommencé à sortir avec quelqu'un, chose que je n'aurais jamais cru être prêt à faire. Elle s'appelait Lisa. Elle était bibliothécaire à l'université locale et n'avait aucune idée de qui j'étais lorsque nous nous sommes rencontrés. Cet anonymat était rafraîchissant après des mois passés à être le type dont la femme a essayé de le faire accuser de violence conjugale. Mais malgré tous les changements positifs dans ma vie, je sentais encore une affaire inachevée avec Colin Price. L'occasion de régler cette affaire s'est présentée plus tôt que je ne l'avais prévu. L'avocat de Colin m'a appelé 2 semaines avant le début du procès. Monsieur Mallery, mon client aimerait vous rencontrer. Pourquoi? Il dit qu'il a quelque chose à vous dire. Quelque chose qui n'était pas inclus dans sa confession à la police.
Quel genre de choses? Je ne suis pas libre de discuter des détails par téléphone, mais Monsieur Price semble croire que vous voudriez entendre ce qu'il a à dire. J'étais curieux malgré moi. Où cette réunion aurait-elle lieu? La prison du comté. Vous seriez séparés par une vitre renforcée et la conversation serait surveillée par des gardes. Totalement sûr. Je vais y réfléchir. Monsieur Mallory, mon client m'a spécifiquement demandé de vous dire que cela concerne le plan initial de votre femme pour vous, la nuit où elle vous a fait menotter. Cela a attiré mon attention. Qu'est-ce qu'il y a à ce sujet? Apparemment, il y avait plus dans ce plan que ce que l'on pensait, y compris la police. J'ai accepté la rencontre. 3 jours plus tard, j'étais assis dans le parloir de la prison du comté, regardant Colin Price à travers une épaisse vitre par balle. Il avait vieilli de plusieurs années depuis son arrestation. Ses cheveux étaient devenus complètement gris et il avait tellement maigri que sa combinaison orange flottait sur lui. « Bonjour, Adam. Colin, votre avocat a dit que vous aviez quelque chose à me dire. » C'est vrai. Quelque chose qui me ronge depuis mon arrestation. Il s'est penché en avant, sa voix à peine plus qu'un murmure, même si je savais que la conversation était enregistrée. La nuit où Nicole t'a fait menotter. Ça ne devait pas s'arrêter là. Que voulez-vous dire? Le plan était plus élaboré que de simplement vous faire avouer devant une caméra. Après que vous ayez signé la confession, Mickey Torres était censé vous éliminer. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. M'éliminer? Faire passer ça pour un suicide. Nicole aurait dit à la police que vous étiez devenu dépressif après avoir avoué l'avoir maltraité. Que vous vous étiez suicidé par culpabilité et par honte. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Colin est resté silencieux un long moment, regardant ses mains. Parce que je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu ta mort, Adam. L'homicide était l'idée de Nicole. Elle m'a convaincu que c'était le seul moyen de s'assurer que tu ne pourrais jamais dénoncer notre opération. Vous mentez. Non. Nicole te détestait, Adam. Elle te détestait vraiment. Elle disait que tu l'avais fait se sentir stupide et petite pendant des années. Que tu la méprisais parce qu'elle n'était pas aussi instruite que toi. T'éliminer n'était pas seulement pour protéger notre plan. C'était une vengeance personnelle. Je fixais Colin à travers la vitre, essayant de comprendre ce qu'il me disait. Elle allait tout hériter après ta mort, a-t-il continué. Ton assurance vie, tes comptes de retraite, la maison. On s'est dit que ce serait assez pour disparaître définitivement, commencer une nouvelle vie quelque part loin d'ici. Mais j'ai activé le système de sécurité. La police est arrivée, n'est-ce pas? Et quand c'est arrivé, Nicole a paniqué. Elle a essayé de sauver la situation en te faisant accuser de violence conjugale, mais le plan initial était bien pire. Pourquoi devrais-je vous croire? Colin a mis la main dans sa poche et en a sorti un morceau de papier plié. Il l'a tenu contre la vitre pour que je puisse le voir. C'est une copie de la lettre de suicide que Nicole a écrite pour vous. Elle allait la placer sur votre ordinateur après que Mickey vous ait éliminé. Je pouvais voir mon nom en haut de la page, écrit dans ce qui ressemblait à mon écriture. La note avouait des années de maltraitance envers Nicole, exprimait des remords pour mes actions et déclarait que je ne pouvais plus vivre avec la culpabilité. Nicole s'est entraînée à copier votre écriture pendant des semaines, a dit Colin. Elle avait des échantillons de cartes d'anniversaire, de listes de courses, de tout. Elle allait s'assurer que la note paraisse authentique. Vous avez gardé ça. Pourquoi? Une assurance. Je me suis dit que si jamais Nicole essayait de me doubler, j'aurais besoin d'une preuve de ce dont elle était vraiment capable. J'ai étudié le visage de Colin, cherchant des signes de tromperie. Mais il semblait sincèrement plein de remords, presque soulagé de confesser ce dernier secret. Il y a autre chose, a-t-il dit. Les hommes qui sont venus vous menacer, c'est Nicole qui les a engagés, pas moi. Elle leur a dit que vous étiez dangereux, que vous pourriez essayer de lui faire du mal. Elle voulait qu'ils vous effraient pour que vous reculiez. Elle les a engagés après que vous étiez déjà en fuite. Oui. Même après mon départ, elle essayait toujours de contrôler la situation et de se protéger. Je me suis adossé à ma chaise, submergé par les implications de ce que Colin me disait. Nicole ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait prévu de me tuer. Et même après l'échec de son plan, elle avait continué à essayer de me manipuler et de me menacer. Pourquoi me dites-vous cela maintenant, ai-je demandé à nouveau.
Parce que je vais mourir en prison, et je ne veux pas emporter ce secret avec moi. Vous méritez de connaître la vérité sur ce que votre femme prévoyait. Y a-t-il autre chose? D'autres secrets que vous gardez? Colin a secoué la tête. C'est tout. J'ai parlé au FBI de toutes nos activités criminelles. J'ai avoué l'homicide de Robert Chen. Et maintenant, je vous ai parlé du plan de Nicole pour vous éliminer. Je n'ai plus rien à cacher. En quittant la prison, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La colère contre Nicole pour avoir planifié mon meurtre. La gratitude envers Colin pour m'avoir enfin dit la vérité. Et autre chose, un sentiment de clôture que je n'avais pas prévu. Nicole n'avait pas seulement été infidèle. Elle n'avait pas seulement été cupide, égoïste ou manipulatrice. Elle avait été prête à me tuer pour obtenir ce qu'elle voulait. La femme avec qui j'avais été marié pendant 12 ans, la femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance, avait littéralement prévu de mettre fin à ma vie. Mais elle avait échoué. Son plan s'était effondré. Son entreprise criminelle avait été démasquée et elle purgeait maintenant 10 ans de prison fédérale. Colin risquait la perpétuité sans libération conditionnelle. Le meurtrier de Robert Chen avait été traduit en justice et sa veuve avait récupéré son argent. J'avais gagné. Complètement et totalement. Ce soir-là, j'ai appelé la détective Chavez et je lui ai parlé de ma conversation avec Colin. Elle a écouté sans interrompre, puis m'a demandé si je voulais porter des accusations supplémentaires contre Nicole. À quoi bon, ai-je dit. Elle est déjà en prison et le témoignage de Colin sur le complot d'homicide ne serait que sa parole contre la sienne. Ça ne changerait pas sa peine. Vous avez probablement raison, mais Adam, je veux que vous sachiez que je suis désolé. Désolé que nous n'ayons pas réalisé à quel point Nicole était vraiment dangereuse. Désolé que vous ayez dû traverser tout ça. Ne soyez pas désolé. Si rien de tout cela ne s'était produit, Nicole et Colin voleraient toujours des innocents. Robert Chen ne serait toujours pas vengé. Parfois, de mauvaises choses doivent arriver pour en empêcher de pires. C'est une façon très philosophique de voir les choses. C'est la seule façon que j'ai de le voir sans devenir fou. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon porche arrière, regardant le coucher de soleil et pensant à l'avenir. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais sincèrement optimiste quant à ce qui m'attendait. Nicole était en prison, là où était sa place. Colin risquait la perpétuité, là où était sa place. Leurs associés criminels avaient été arrêtés et poursuivis. L'argent volé avait été rendu à ses propriétaires légitimes. La justice avait été rendue, non seulement par le système juridique, mais par mes propres actions. J'avais refusé d'être une victime. J'avais lutté contre des gens qui pensaient pouvoir me détruire, et j'avais gagné. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lisa. Dîner demain soir. J'ai trouvé un nouveau restaurant que je veux essayer. J'ai souri et j'ai répondu, absolument. J'ai hâte. En appuyant sur envoyer, j'ai réalisé que j'avais vraiment hâte. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'avais hâte de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec la vengeance, la justice ou le règlement de compte. J'avais hâte de vivre ma vie. 3 mois plus tard, j'étais debout dans une salle d'audience, regardant Colin Price recevoir sa peine de prison à vie. Les mots du juge étaient formels et définitifs. Monsieur Price, vous avez été reconnu coupable de complot, de fraude et d'homicide au premier degré. Vous êtes par la présente condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Colin n'a montré aucune émotion lorsque la sentence a été prononcée. Il avait déjà accepté son sort des mois auparavant, lorsqu'il avait décidé de tout avouer. Alors que les huissiers l'emmenaient, Colin m'a regardé une dernière fois. Il a hoché légèrement la tête, pas exactement une excuse, mais une reconnaissance que justice avait été faite. Madame Chen était assise au premier rang, des larmes coulant sur son visage. Pas des larmes de tristesse cette fois, mais des larmes de soulagement. Le meurtrier de son mari était enfin tenu responsable de ses crimes. Après l'audience, je suis sorti du palais de justice sous un soleil radieux. Lisa m'attendait sur les marches, avec Sam Rodriguez et la détective Chavez. Alors, a dit Sam, c'est enfin fini. Oui, ai-je répondu. C'est enfin fini. Que allez-vous faire maintenant, a demandé Chavez. J'ai regardé les gens qui m'avaient aidé à traverser la période la plus sombre de ma vie. Des amis qui m'avaient soutenu quand tout le monde croyait aux mensonges de Nicole.
des professionnels qui avaient fait plus que leur devoir pour s'assurer que justice soit faite. Je vais vivre, ai-je dit. Vraiment vivre. Pour la première fois depuis des années. Lisa a pris ma main et l'a serrée doucement. Allons-y, a-t-elle dit. Sortons d'ici. En nous éloignant du palais de justice, j'ai senti le poids de l'année écoulée se lever enfin de mes épaules. La trahison de Nicole, les crimes de Colin, les menaces et l'intimidation. Tout cela était derrière moi maintenant. J'avais été mis à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, et j'en étais sorti plus fort. J'avais appris que j'étais capable de me battre contre ceux qui essayaient de me détruire. J'avais appris que la justice exige parfois plus que la simple foi dans le système. Parfois, elle exige d'agir soi-même. Plus important encore, j'avais appris que même lorsque tout s'effondre, il est possible de reconstruire, de recommencer, de retrouver le bonheur. Nicole avait essayé de me menotter à une vie de mensonges et de manipulation. Au lieu de cela, elle m'avait libéré pour découvrir qui j'étais vraiment et ce dont j'étais vraiment capable. Pour cela, ironiquement, j'étais presque reconnaissant. Le soleil se couchait lorsque nous avons atteint le parking, peignant le ciel de nuances brillantes d'orange et de rouge. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Mais ce soir, pour la première fois depuis plus d'1 an, j'allais simplement profiter d'un dîner avec la femme que j'aimais, entouré d'amis qui tenaient à moi. C'était plus que suffisant. C'était tout.